Bonjour Elise, Bonjour Charlie. merci d'être parmi nous. Alors, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Oui, bien sûr, je m'appelle Élise Léger, j'ai 32 ans, je vis en Australie depuis 2015. Je suis professeure de français à l'Alliance française. Je suis aussi en train de terminer ma thèse de doctorat. Je suis venue ici pour améliorer mon anglais pour pouvoir faire un doctorat en anglais. Et puis, j'ai rencontré un Australien, donc j'ai fait mon doctorat ici et je ne compte pas partir pour l'instant. Bon, bah super. Donc, toi qui es en Australie depuis déjà quelques années, est-ce que tu pourrais nous présenter la communauté française qui habite ou qui réside en Australie? Oui, avec plaisir. Alors, il faut bien séparer deux choses quand on parle de communauté française en termes de nombre. Il y a la communauté française officielle, celle qui est inscrite au consulat, au registre des Français de l'étranger. Ceux-là, ils sont quasiment 23 000 en 2021. Et puis, il y a les Français qui ne s'inscrivent pas, mais qui résident quand même en Australie, et puis les Français qui y vont et qui viennent. Alors, on estime que la population totale française en Australie, hors temps de Covid, est d'à peu près 80 000 personnes, 80 000 Français en Australie, parce qu'on a toujours à peu près 24-25 000 Working Holiday Visa sur le territoire chaque année, qui viennent s'ajouter à ça, plus à peu près 20 000, on va dire, non inscrits, plus aussi à peu près 200 000 Français de passage, c'est-à-dire des touristes ou des gens qui viendraient chaque année en voyage d'affaires. Ensuite, si on parlait un petit peu plus voilà, d'âge, de profession, de démographie, la population française en Australie, celle qu'on connaît, c'est celle qui est donc inscrite au registre des Français de l'étranger, elle est quand même relativement jeune. On va dire qu'il y a plutôt deux profils de jeunes qui viennent s'installer en Australie. Ça va être les Working Holiday Visa, ce qu'on appelle les visas vacances-travail, qui, eux, peuvent essayer de rester, par exemple, en trouvant un sponsor, une entreprise qui est prête à les sponsoriser, à sponsoriser leur visa pour qu'ils restent. Alors, bien sûr, il y a des critères, il y a des postes éligibles à ce genre de choses. Et puis, il y a aussi des jeunes qui viennent dans la filière VIE, Volontariat international en entreprise, et qui restent, par exemple. Ou alors, tout simplement, il y a aussi des gens qui obtiennent la résidence depuis la France parce qu'ils ont un poste qui intéresse l'Australie, une formation qui intéresse l'Australie, et peuvent venir immigrer ici. Euh, donc, somme toute, ce sont des gens assez jeunes. Il y a, il n'y a pas forcément de profil type. Il y a des gens qui ont fait des études, d'autres qui n'en ont pas fait. C'est pas, voilà, il y a pas, c'est pas totalement fermé. Euh, voilà ce que je pourrais te dire. D'accord. Donc, si on résume, 23 000 Français inscrits officiellement au registre des Français, donc au consulat. On estime à environ 80 000 le nombre total des Français, puisqu'il y en a qui ne s'inscrivent pas au registre Mm. consulaire, et aussi environ 25 000 Working Holiday Visa. La plupart des gens, ou une partie des gens, viennent de façon temporaire, mais certains décident de rester, qu'ils soient en Working Holiday ou en VE. C'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Très bien. Super. Alors du coup, toi qui as décidé de venir habiter dans ce pays, pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi es-tu venu en Australie? Et plus généralement, quels sont les attraits du pays et pourquoi les Français décident aussi de venir s'y installer? Euh, Par rapport à la France, je dirais que la vie y est plus douce. C'est un peu alors ça, c'est forcément biaisé, c'est sûrement juste mon analyse, mais euh, l'Australie est un pays déjà qui va un peu moins vite que la France. Pour ceux qui ont vécu à Paris, même si les gens marchent vite dans Sydney, il n'y a peut-être quand même pas le même niveau de stress. Euh,
il faut savoir qu'aussi, il y a des phénomènes exogènes comme le climat qui jouent énormément. Quand on vit à Sydney, ce qui est mon cas, je ne vais pas parler d'autres villes, mais l'hiver est quand même très doux, il y a toujours du soleil. Rien que pour ça, c'est agréable. Voilà, rien que pour ça. Il faut ajouter à cela que c'est un pays qui est aussi relativement sûr, où on se sent en sécurité. Et là, je parle plutôt en tant que femme, et puis le soir, même si de toute façon, il y a quand même de la violence, mais c'est relativement différent, hein, les sentiments qu'on peut avoir quand on est une femme en Australie ou une femme en France. C'est un pays très tourné vers le sport, vers être dehors, profiter de la nature. Donc, c'est extrêmement agréable d'avoir cette nature. Et puis, même si on habite près d'une grande ville, il y a quand même des parcs nationaux ou régionaux relativement proches. Donc, on peut toujours garder ce rapport, faire des marches, évidemment la plage. Donc, il y a tout un mode de vie qui est quand même très différent du mode de vie français qui peut attirer. Après, il y en a aussi qui apprécient le fait que ce soit quand même un pays très orienté sur le business, sur les petits business. Comme on est dans une économie anglo-saxonne très libérale, du coup, c'est quand même assez facile de monter son business. Il n'y a pas les mêmes contraintes administratives ou de charges sociales, par exemple. C'est un système qui est aussi très différent. On fait sa propre retraite. Donc, ce n'est pas l'employeur qui paie la retraite, qui est une charge assez importante en France, par exemple. Voilà, donc voilà, je dirais, pour résumer, on sent que la vie est plus douce. Et pourquoi toi, tu as décidé de venir en Australie? Quel était le but à l'origine? Alors, au départ, je devais améliorer mon anglais académique pour pouvoir écrire ma thèse en anglais parce que je voulais vraiment faire un doctorat. Je voulais faire mon doctorat au Canada, mais comme il ne fait pas très chaud au Canada, je voulais améliorer mon anglais dans un endroit qui soit un peu plus agréable avant d'aller passer 5 ans au Canada pour faire ma thèse. Et en fait, je ne suis pas repartie. Je l'ai fait ici, ma thèse, et pas au Canada. Peut-être que le Canada est un pays formidable dans lequel j'aurais été très heureuse, mais ouais, non. Il y a une vraie qualité de vie ici qu'on n'a pas forcément en France, vraiment. Ou alors, il faut avoir des très gros moyens en France. Mais quand on compare, par exemple, Sydney, qui est dit être le cœur économique de l'Australie, en France, c'est Paris. On ne peut pas aller à la plage en 30 minutes depuis Paris. On ne peut pas aller dans la nature en 30 minutes depuis Paris. Enfin, pas de cette façon-là, quoi. Donc, on peut avoir un job super intéressant, super motivant, super exaltant, tout en ayant une qualité de vie quand même très saine, je trouve. D'accord, donc un pays sûr, une météo clémente, moins de Mhm. stress et un pays orienté sur le business, ça c'est pour les avantages. Maintenant, quelles sont les principales difficultés d'être français en Australie et à ton avis, qu'est-ce qui rendrait la vie des Français plus facile? Alors, les difficultés, par exemple, on peut prendre le business, qui est un avantage d'un côté, mais qui est aussi une difficulté. Contrairement au système de code de travail français, en Australie, la loi est du côté de l'employeur. Donc, les contrats peuvent être cassés super facilement. C'est vraiment, enfin, voilà, tout est fait pour que le business puisse survivre aux dépens de l'employé. Donc, il y a aussi une certaine fragilité. Tout ça est aussi contrebalancé par le fait qu'en ce moment, l'Australie est en plein emploi. Donc, même si on perd son emploi, techniquement, on a une grande chance d'en retrouver un relativement facilement. Donc, pour l'instant, ça va. Si jamais l'Australie faisait face à des difficultés, je ne sais pas, voilà, quelles seraient les conséquences.
Après, les difficultés pour un Français, ce serait de pouvoir rester parce que le système d'immigration est un système d'immigration choisi qui est donc très difficile. Il y a une liste de métiers recherchés par l'Australie. Donc, soit on est qualifié pour un de ces métiers, on peut éventuellement postuler pour un visa de travail, puis pour une résidence permanente. Soit on a l'option d'être sponsorisé, ce qui est assez compliqué en période Covid, parce que les entreprises ne veulent pas trop s'engager et puis n'ont pas forcément les finances, parce que c'est un coût pour les entreprises de sponsoriser un travailleur. Donc, c'est assez compliqué. Et la dernière, c'est faire sa vie avec un ou une Australienne, qui est la dernière possibilité, en fait, de pouvoir obtenir un visa pour rester. Donc, voilà, c'est pas facile du tout d'avoir ça. Et puis, même quand on reste, par exemple, pour donner un petit peu une idée aux Français qui seraient en France, même quand on est résident permanent, il faut attendre 4 ans pour pouvoir avoir droit aux prestations sociales, sorte d'assurance chômage, RSA, etc. On ne peut pas les avoir dès qu'on est résident permanent. Il faut soit être citoyen australien, soit être résident permanent depuis au moins 4 ans, depuis le 1er janvier. Donc voilà, c'est quand même assez difficile. Et puis, parlons aussi de cet État-providence qui n'est quand même pas l'État-providence français, qui en est quand même très loin. Un énorme système à 2 vitesses, le privé, le public. Dans le privé, on peut voir un spécialiste dans la semaine. Dans le public, il y a entre 3 mois et 1 an et demi d'attente, suivant le spécialiste et le problème que vous avez, par exemple. Donc, l'argent achète la santé, l'argent achète beaucoup de privilèges. Donc, ce serait pour moi un côté un peu négatif. D'accord. Maintenant, quel est l'avis des Français en Australie pendant cette période Covid? Comment ça se passe au niveau des entrées, des sorties du territoire, de l'accès aux tests, aux vaccins? Et est-ce que d'ailleurs les vaccins faits en Australie sont reconnus en France? Est-ce que les Français d'Australie peuvent obtenir un pass sanitaire, par exemple, s'ils se rendent en France? Voilà, comment ça se passe? Alors, c'est vrai que la situation en Australie est assez unique. Je pourrais la comparer quasiment uniquement à celle de la Nouvelle-Zélande. Les frontières australiennes sont fermées depuis mars 2020. Et ce que ça implique, c'est que les résidents permanents australiens et les Australiens, les gens qui ont la nationalité australienne, et les binationaux évidemment, n'ont pas le droit de quitter le territoire australien sans avoir au préalable obtenu une exemption qui est très difficile à obtenir. Il faut vraiment que ce soit des raisons très, très, très importantes pour pouvoir quitter le territoire. Ceux qui sont en visa temporaire ont le droit de quitter le territoire, mais n'auront pas le droit de revenir. Donc, c'est un choix assez difficile à faire pour ceux qui n'ont pas du coup de résidence permanente ou la nationalité australienne. Les Australiens et les résidents permanents peuvent revenir en Australie, mais sous des conditions très, très fortes, qui sont de faire une quarantaine payante à l'arrivée de 14 jours, donc une quatorzaine, en hôtel, et puis se soumettre à une sorte de queue, entre guillemets, puisque seules 3000 personnes par semaine peuvent arriver en Australie. Donc, il y a encore des milliers, des dizaines de milliers d'Australiens et de résidents permanents bloqués à l'étranger qui, malheureusement, ne peuvent pas rentrer en Australie pour l'instant. En ce qui concerne les vaccins, l'Australie est un pays très généreux puisque les vaccins sont gratuits et gratuits pour toute la population, quelle que soit leur situation de visa ou quoi que ce soit. Les tests aussi sont tous gratuits et l'Australie incite
énormément les gens à se faire tester dès qu'ils ont des symptômes. Donc, en ce qui concerne votre statut, même si vous n'avez pas Medicare, si vous êtes en situation temporaire, vous pouvez vous faire vacciner dans les grands hubs, hein. Pour l'instant, on ne peut pas se faire vacciner chez un médecin sans avoir Medicare, puisque les médecins doivent facturer Medicare. Donc voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas de résidence permanente et qui n'ont pas Medicare, rendez-vous dans les hubs, dans toutes les grandes villes d'Australie. Et puis, en ce qui concerne la reconnaissance de ce vaccin, enfin des vaccins faits en Australie, nous avons le vaccin Pfizer, qui est reconnu par l'Union européenne, et le vaccin AstraZeneca Vaxzevria. Donc, lui aussi reconnu par l'Union européenne. C'est exactement la même formule que le vaccin anglais, produit par contre localement en Australie. Ces deux vaccins, comme ils sont reconnus par l'Union européenne, vous donnent accès évidemment au pass sanitaire français. Il y a une procédure très simple en ligne à faire pour faire reconnaître sa vaccination grâce au certificat délivré par Medicare, auquel vous pouvez aussi avoir accès même si vous n'avez pas Medicare, hein. Quand vous vous faites vacciner, n'hésitez pas à poser la question. Et donc, obtenir un pass sanitaire pour pouvoir être en France et faire les mêmes activités que n'importe quel Français. D'accord. Et toi, du coup, en tant que conseillère des Français à l'étranger, je suppose que tu reçois quelques questions des Français en Australie. Quelles sont les principales questions qui reviennent sur le sujet du Covid ou des retours en France? Le pass sanitaire est en ce moment la question la plus posée. Comment est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que les vaccins sont bien reconnus? Il y a encore des doutes parce qu'il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé notamment sur les réseaux sociaux et dans les groupes de Français en Australie. Mais oui, non, c'est une procédure extrêmement simple. J'ai beaucoup de retours où ça a pris très, très peu de temps. Donc ça, c'est la grosse question. Après, l'autre question, c'est est-ce que je dois faire un test PCR? Est-ce que je dois, avant de monter dans l'avion, etc. Donc la réponse est oui, quoi qu'il arrive, même avec un pass sanitaire. Depuis l'Australie, il faut un test PCR négatif de moins de 72 heures quand vous embarquez, hein. Et aussi calculer que ce soit moins de 72 heures quand vous arrivez aussi, parce que j'ai eu quelques échos d'une famille où, puisque ça allait dépasser les 72 heures à l'heure d'arrivée dans le pays de destination, on leur a refusé l'embarquement, ce qui est absolument aberrant, mais ça arrive. Eh bien, merci Élise. Merci de ton éclairage sur la vie des Français en Australie. Je t'en prie, Charlie. Merci à toi. Au revoir, merci. Au revoir.